21 décembre 1945. L'appel téléphonique arriva au bureau de Dwight Eisenhower à Washington. George Patton était mort. Pendant 3 ans, Eisenhower avait marché sur un fil réprimandant publiquement son général, le plus efficace, tout en comptant secrètement sur lui pour gagner des batailles que personne d'autre ne pouvait gagner. Il avait défendu Patton devant les hommes politiques, présenté des excuses en son nom aux Alliés et l'avait contenu lorsque son agressivité menaçait de provoquer des désastres diplomatiques. À présent, Patton n'était plus là. Et pour la première fois depuis le début de la guerre, Eisenhower n'avait plus besoin de peser ses mots. Ce qu'il dit dans les semaines et les mois qui suivirent révéla une vérité qu'il avait enfouie sous des couches de nécessité politique. Patton n'était pas seulement un bon général, il était irremplaçable, et le perdre donnait l'impression de perdre l'arme la plus efficace de la guerre. Si vous voulez entendre ce que pensait vraiment Eisenhower lorsqu'il n'avait plus besoin d'être diplomate, abonnez-vous dès maintenant. Avant qu'il n'y ait un commandant suprême et un général subordonné, il y avait 2 jeunes officiers qui se comprenaient parfaitement. Camp Meade, 1919. Eisenhower et Patton étaient tous 2 capitaines dans le corps de chars nouvellement créé. Ils passèrent des heures à démonter des moteurs, à débattre de tactiques, à imaginer comment la guerre mécanisée allait tout changer. Patton était l'aristocrate fortuné, vieille richesse familiale, confiance absolue, déjà vétéran de combats au Mexique et en France. Eisenhower était le fils de fermier du Kansas qui avait manqué les combats de la Première Guerre mondiale et cherchait encore à faire ses preuves. Mais ils se retrouvèrent autour d'une vision commune. Les chars n'étaient pas de simples véhicules d'appui. Ils étaient l'avenir de la guerre, rapides, mobiles, dévastateurs, lorsqu'ils étaient utilisés correctement. L'armée n'était pas d'accord, mit fin à leurs idées et menaça leur carrière s'ils continuaient à insister. Patton, grâce à la fortune de sa famille, pouvait se permettre d'être défiant. Eisenhower, qui avait besoin de son salaire, apprit à être plus prudent dans ses paroles. 23 ans plus tard, ces 2 capitaines étaient devenus le commandant suprême, allié en Europe, et le général le plus redouté de l'armée américaine. L'amitié demeurait, mais tout le reste avait changé. Eisenhower devait désormais gérer Patton, canaliser son agressivité, expliquer ses controverses à Roosevelt, à Churchill, à Marshall, décider quand le lâcher et quand le retenir. Et Patton lui supportait mal d'être contrôlé. Il pensait qu'Eisenhower était devenu trop politique, trop prudent, trop préoccupé par la diplomatie et la construction de coalitions. Lui voulait se battre, pas négocier. La tension entre eux couva tout au long de la guerre. 2 hommes autrefois égaux, désormais enfermés dans une relation où l'un avait la vision et l'autre le pouvoir de l'exécuter ou de l'empêcher. Août 1943, Sicile. Patton commandait la 7e armée lors de l'invasion de l'Italie. Il visita des hôpitaux de campagne et y rencontra des soldats souffrant de ce que nous appellerions aujourd'hui le stress post-traumatique, alors appelé fatigue de combat ou choc des obus. Patton les considérait comme des lâches. Lors de 2 incidents distincts, il gifla des soldats, les insulta et menaça de les faire fusiller. L'affaire s'ébruita. Les journalistes en entendirent parler. Les hommes politiques exigèrent des explications. L'opinion publique fut indignée. Eisenhower se retrouva face à un choix impossible, renvoyer Patton et perdre son meilleur commandant de combat, ou le conserver et risquer une tempête politique. Eisenhower choisit une voie médiane. Il prononça une réprimande officielle. Il ordonna à Patton de présenter des excuses aux soldats, au personnel médical et à toute son armée.
Il rendit l'affaire suffisamment publique pour satisfaire les critiques, mais sans aller jusqu'à mettre fin à la carrière de Patton. Pourquoi? Parce qu'Eisenhower préparait déjà l'opération Overlord, l'invasion de la France, et il savait qu'il avait besoin de Patton pour cela. Pas simplement envie de lui, besoin de lui. En Sicile, Patton avait prouvé ce qu'Eisenhower soupçonnait. Il avançait plus vite, frappait plus fort, et démoralisait l'ennemi plus efficacement que tout autre commandant américain. Sa 7e armée avait traversé la Sicile à toute allure, tandis que les forces britanniques de Montgomery progressaient méthodiquement. Les Allemands avaient appris à craindre la vitesse et l'imprévisibilité de Patton. Ainsi, Eisenhower sauva la carrière de Patton. Mais cela eut un prix. Eisenhower dut défendre sa décision devant Marshall, devant Roosevelt et devant le département de la guerre. Il dut promettre que Patton serait contrôlé, que cela ne se reproduirait plus, et que le bénéfice militaire l'emportait sur le coup politique. Et voici ce qu'Eisenhower ne pouvait jamais dire publiquement. Il n'était pas entièrement certain que Patton avait tort. Dans des conversations privées avec son état-major, il exprimait sa frustration face aux soldats qui s'effondraient sous la pression. Il ne cautionnait pas les actes de Patton, mais il en comprenait l'état d'esprit. En temps de guerre, on a besoin d'hommes capables d'endurer. La méthode de Patton était mauvaise, mais son intuition que les armées ont besoin de discipline et de solidité mentale n'était pas totalement infondée. Eisenhower ne pouvait simplement pas le dire. Il réprimanda donc Patton en public et le protégea en privé. Printemps 1944. Le jour J approchait, et Eisenhower faisait face à un problème crucial, convaincre les Allemands que l'invasion aurait lieu à Calais et non en Normandie. La solution fut l'opération Fortitude, une vaste tromperie impliquant de fausses armées, de faux trafics radio et de fausses installations. Et au centre de tout cela se trouvait George Patton. Les Allemands considéraient Patton comme le commandant allié le plus dangereux. Ils avaient étudié ses campagnes d'Afrique du Nord et de Sicile. Ils savaient qu'il était agressif, imprévisible et redoutablement efficace. Les services de renseignement allemands étaient obsédés par le suivi de ses déplacements, et Eisenhower exploita cette obsession. Il plaça Patton à la tête du fictif premier groupe d'armées, prétendument en préparation d'une invasion à Calais. Patton prononça des discours, inspecta de fausses unités et apparut dans de fausses bases. La reconnaissance allemande photographia des chars gonflables et des péniches de débarquement en contreplaqué. Et les Allemands y crurent. Ils maintinrent d'importantes forces à Calais pendant des semaines après le débarquement, convaincus que la véritable invasion de Patton était encore à venir. Le plan fonctionna à merveille, mais il rendit Patton fou. Il voulait être dans la première vague, en Normandie. Il voulait se battre, pas jouer les acteurs, pour une armée fantôme. Il se sentait humilié d'être utilisé comme appât pendant que d'autres généraux gagnaient la gloire sur les plages. Eisenhower ne pouvait pas lui dire toute la vérité, que Patton était plus précieux comme instrument de diversion que comme commandant durant ces semaines cruciales, que sa réputation littéralement sauvait des vies alliées en maintenant les divisions allemandes éloignées de la Normandie. Patton ne découvrit l'ampleur réelle de l'opération Fortitude qu'après la guerre, et même alors, il en garda rancune. Mais Eisenhower savait ce qu'il faisait. Il utilisait le plus grand atout de Patton, sa réputation terrifiante, pour gagner des batailles avant même qu'elles ne soient livrées. 1er août 1944. La 3e armée de Patton entra enfin en action en France. Ce qui suivit fut l'avancée la plus spectaculaire de l'histoire militaire moderne.
En un mois, la Troisième Armée progressa plus loin que toute force comparable auparavant. Elle libéra des centaines de villes et de villages français, détruisit ou captura des dizaines de milliers de soldats allemands et avançait si vite que les commandants allemands ne pouvaient établir de ligne défensive avant que Patton ne les pulvérise. Eisenhower observait avec un mélange de fierté et d'anxiété de la fierté, parce que Patton confirmait tout ce qu'ils avaient théorisé en 1919 sur la guerre mobile. De l'anxiété parce qu'il avançait si rapidement qu'il dépassait ses lignes de ravitaillement et créait des problèmes de coordination avec les autres armées alliées. Les autres commandants ne pouvaient pas suivre. Bradley était méthodique et prudent. Montgomery était encore plus lent, refusant d'attaquer tant que chaque détail n'était pas parfait. Mais Patton lui avançait. Il appelait le quartier général d'Eisenhower pour réclamer plus de carburant et plus de munitions. « Donnez-moi les approvisionnements et je serai à Berlin en 2 semaines. » Eisenhower devait lui expliquer que ce n'était pas si simple. Les autres armées avaient aussi besoin de ressources, les considérations politiques comptaient, et des accords existaient avec les Soviétiques sur les zones d'occupation. Patton ne se souciait de rien de tout cela. Il voyait l'armée allemande s'effondrer et voulait en finir avant qu'elle ne puisse se ressaisir. À ses yeux, chaque jour de retard était une occasion perdue. Et en privé, Eisenhower était parfois d'accord. Dans ses conversations avec son chef d'état-major Bedell Smith, il admettait que Patton n'avait peut-être pas tort, qu'ils étaient peut-être trop prudents, que la politique interférait peut-être avec la logique militaire. Mais en tant que commandant suprême, Eisenhower devait penser à l'ensemble. Il devait gérer une alliance de nations, aux intérêts concurrents, équilibrer les priorités américaines, britanniques et soviétiques, et penser au monde d'après-guerre, pas seulement à la victoire dans la bataille en cours. Alors, il freina Patton, détourna des approvisionnements vers Montgomery pour l'opération Market Garden, qui échoua de manière spectaculaire et força Patton à ralentir, à consolider et à se coordonner avec les autres forces. Patton était furieux. Il pensait qu'Eisenhower gâchait la meilleure occasion de mettre fin à la guerre. Leur relation déjà tendue devint parfois ouvertement hostile. 16 décembre 1944, forêt des Ardennes. Les Allemands lancèrent une attaque surprise massive, la bataille des Ardennes. Les forces américaines furent prises totalement au dépourvu. Des unités entières furent encerclées. Les lignes de front s'effondrèrent. Pour la première fois depuis le jour J, il sembla que les Alliés pouvaient réellement perdre du terrain. Eisenhower convoqua une conférence d'urgence à Verdun. Ses principaux commandants se réunirent pour déterminer la réponse à apporter. L'atmosphère était sombre. Bradley paraissait ébranlé. Montgomery adoptait sa prudence habituelle. D'autres généraux parlèrent de positions défensives et d'attendre des renforts. Puis Eisenhower se tourna vers Patton. « George, combien de temps te faudrait-il pour attaquer ?» Tous ceux qui se trouvaient dans la salle comprirent l'ampleur de la question. La Troisième Armée de Patton était engagée dans des opérations offensives au sud orientées à 90 degrés par rapport aux saillants allemands. Pour intervenir, il faudrait rompre le contact, faire pivoter toute son armée, 3 divisions, des dizaines de milliers d'hommes, des centaines de chars, et attaquer à travers l'hiver sur le flanc allemand. La logistique était vertigineuse. La plupart des commandants auraient eu besoin de semaines. Patton sortit un petit carnet. Il avait déjà simulé ce scénario pendant le trajet en train vers Verdun. Il regarda Eisenhower et déclara « Le 22 décembre, 3 divisions, 72 heures. » D'autres généraux dans la salle pensaient que c'était impossible. Bradley affichait un scepticisme évident.
Mais Eisenhower connaissait suffisamment Patton pour savoir qu'il ne bluffait pas. « Faites en sorte que cela arrive », dit Eisenhower. Patton tint parole. Le 22 décembre, exactement comme il l'avait promis, 3 divisions de la 3e armée frappèrent violemment le flanc sud allemand. L'attaque brisa l'offensive ennemie et transforma la bataille des Ardennes, qui menaçait d'être un désastre, en victoire alliée. C'est à cet instant précis que tout ce qu'Eisenhower avait enduré, en gérant Patton, porta ses fruits. Toutes les controverses, tous les maux de tête diplomatiques, toutes les fois où il avait dû défendre Patton, le contenir ou s'excuser pour lui, tout cela en valait la peine pour ce moment-là. Car lorsque la crise éclata, lorsque tout semblait s'effondrer, Eisenhower se tourna vers Patton, et Patton livra ce que personne d'autre ne pouvait offrir. Pendant la guerre, les déclarations publiques d'Eisenhower à propos de Patton furent toujours soigneusement calibrées, élogieuses, mais mesurées, reconnaissant ses contributions, sans l'élever au-dessus des autres commandants. Eisenhower ne pouvait pas montrer de favoritisme. Il commandait une alliance, pas seulement une armée. Il devait ménager Montgomery, maintenir la confiance de Bradley et préserver le moral dans toutes les unités. Déclarer publiquement que Patton était irremplaçable aurait été un désastre diplomatique. Mais en privé, Eisenhower connaissait la vérité. Lors des réunions d'état-major en discutant des plans opérationnels, il demandait souvent « Qu'est-ce que Patton ferait ?» Non pas parce que Patton avait toujours raison, mais parce qu'il pensait différemment de tous les autres. Là où les autres voyaient des obstacles, Patton voyait des opportunités. Là où les autres calculaient les risques, Patton calculait la vitesse à laquelle il pouvait avancer. Les entrées du journal d'Eisenhower en 1944 et 1945 révèlent sa frustration face à cette contradiction. Il avait besoin de l'agressivité de Patton, mais devait la contenir. Il appréciait ses résultats, mais devait s'excuser pour ses méthodes. Il comptait sur lui dans les crises, mais ne pouvait l'admettre publiquement. La guerre prit fin, et Patton devint du jour au lendemain un fardeau. Ses commentaires sur les anciens membres du parti nazi provoquèrent un scandale. Ses appels à combattre les soviétiques étaient politiquement toxiques. Les qualités qu'il avait rendues redoutablement efficaces en temps de guerre le rendaient dangereux en temps de paix. Eisenhower dut le relever de son commandement. Ce fut l'une des décisions les plus difficiles de sa vie, rétrograder son vieil ami le général, qui avait sauvé la situation dans les Ardennes, l'homme qui avait confirmé toutes les théories qu'ils avaient élaborées ensemble en 1919. Leurs dernières conversations furent tendues et amères. Patton se sentait trahi. Eisenhower avait le sentiment de ne pas avoir le choix. Puis survint l'accident de voiture, et 12 jours plus tard, Patton n'était plus là, après la mort de Patton. Le masque diplomatique soigneusement entretenu par Eisenhower se fissura. Dans des lettres à des amis, dans des conversations, avec des membres de son état-major dans des moments privés, rapportés par son entourage, Eisenhower parla avec une franchise brute qu'il ne s'était jamais autorisée pendant la guerre. Il admit que Patton obtenait des résultats par la seule vitesse, la pression et la force de sa personnalité, des qualités qui ne pouvaient ni s'enseigner ni se reproduire. D'autres généraux commandaient par la planification et l'organisation. Patton lui commandait par la seule volonté. Eisenhower expliqua que contenir Patton avait été nécessaire pour des raisons politiques non militaires, et que certaines de ses décisions visant à le freiner le hantaient encore. Peut-être reconnaissait-il que s'il lui avait accordé plus de liberté, la guerre aurait pris fin plus tôt. Il admit aussi que Patton s'épanouissait dans le chaos et l'incertitude, précisément les conditions où d'autres commandants se paralysaient.
Quand tout allait mal, quand les décisions devaient être prises instantanément, Patton était à son meilleur. Et Eisenhower dit alors quelque chose qui révélait le cœur même de leur relation. Gérer Patton avait été la partie la plus difficile de son commandement, mais aussi la plus importante, parce que Patton avait besoin d'être encadré. Livré à lui-même, il aurait provoqué des désastres diplomatiques et un chaos politique. Mais correctement dirigé, il était inarrêtable. Dans ses mémoires écrits des années plus tard, Eisenhower qualifia Patton de indispensable à l'effort de guerre. C'est un mot extraordinaire. Indispensable signifie irremplaçable. Cela signifie que l'issue aurait été différente sans lui. Eisenhower écrivit que Patton était singulièrement adapté à la guerre, mais impossible à gérer en temps de paix. Il ne le disait pas comme une critique, mais comme une reconnaissance. Certaines personnes sont faites pour des circonstances bien précises. Patton était fait pour la guerre, pour la vitesse, pour l'agression, pour briser l'ennemi par une pression incessante. En temps de paix, ces qualités n'avaient plus d'exutoire. Elles devenaient des handicaps plutôt que des atouts. Eisenhower devint président en 1953. Il dirigea l'Amérique pendant 8 ans à travers les débuts périlleux de la guerre froide. Il ne mena plus aucune guerre, ne commanda plus jamais d'armée, mais il n'oublia jamais Patton. Dans des interviews données tard dans sa vie, Eisenhower parlait encore de lui, de leur amitié à Camp Meade, des décisions impossibles auxquelles il avait dû faire face en le dirigeant pendant la guerre, de la bataille des Ardennes, et de ce moment où il avait eu besoin de quelqu'un capable de faire l'impossible. L'aveu qu'Eisenhower fit après la mort de Patton ne concernait pas seulement un général. Il parlait du fardeau du commandement de la solitude qu'il y a à devoir freiner ce dont on a besoin, de l'écart entre ce qui est militairement efficace et ce qui est politiquement acceptable. Eisenhower avait été contraint de gérer le génie de protéger Patton, de lui-même et des autres de mettre en balance sa valeur et ses controverses. Et ce n'est qu'après la disparition de Patton qu'il put admettre combien cela lui avait coûté et combien cela en avait valu la peine. L'Amérique perdit plus qu'un général le 21 décembre 1945. Elle perdit quelqu'un capable de rendre possible des choses impossibles par la seule force de sa volonté. Quelqu'un qui s'épanouissait quand tout s'effondrait. Quelqu'un d'unique fait pour le chaos de la guerre. Eisenhower le savait. Il l'avait toujours su. Mais ce n'est qu'après la mort de Patton qu'il put enfin le dire sans conséquence. Pensez-vous qu'Eisenhower aurait dû accorder plus de liberté à Patton? Ou avait-il raison de le contenir? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si vous voulez découvrir d'autres vérités méconnues sur les plus grandes amitiés et rivalités de l'histoire, abonnez-vous dès maintenant. À la prochaine.